Bienvenue sur cette matinale du DRAPS. Euh, Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique des compétences psychosociales et les enjeux liés aux inégalités sociales de santé. Le DRAPS est coordonné par Christine Roland, qui est là aujourd'hui et qui sera là pour récupérer vos questions dans le chat. Bien sûr, notre collègue Angèle, qui est là pour toutes les questions techniques, si vous avez des petits soucis pour arriver à suivre cette matinale. Et moi-même, je suis Karen Asnar et je suis chargée de projet à Promotion Santé Occitanie et donc aujourd'hui accompagnatrice pour cette matinale du DRAPS. Vous pourrez retrouver en particulier cette matinale en replay à la suite de notre rendez-vous aujourd'hui. Vous avez déjà en replay la matinale précédente qui avait pour sujet la santé mentale et les migrants, qui a été diffusée le 19 février. Et donc, à venir, vous avez le programme des matinales qui vont se présenter tout au long de l'année 2026. Donc, la santé mentale des femmes, les nouveaux types de consommation chez les jeunes en juillet et les aidants de personnes en situation de handicap en octobre. Et donc, la dernière matinale, les jeunes aidants aussi en décembre, puisque cette année, nous avions une thématique spécifique autour de la santé mentale. Donc aujourd'hui, pour le programme, comme ça on va rêver très rapidement sur les présentations de nos partenaires qui nous font le plaisir d'intervenir aujourd'hui. Donc nous aurons une intervention de Christine Ferron, qui est déléguée générale à la Fédération Promotion Santé. Sur le concept des compétences psychosociales au regard de son impact potentiel sur les inégalités sociales, de santé, donc tout à fait le sujet de ce jour pour introduire théoriquement cette thématique. Ensuite, nous aurons l'intervention de Gaël Vaillot et de Monsieur Bertrand Bijou-Duval du 04, donc en PACA. Donc le CODES 04 pour Gaël, qui est chargé de projet sur le CODES 04, qui va nous présenter un programme de sensibilisation au déploiement de la démarche des CPS à destination des élus et des décideurs territoriaux. Donc vaste sujet qui nous permettra de comprendre les enjeux du déploiement des CPS. Et ensuite, la présentation de Lou Négrel-Rosa et Apolline Borde, qui sont intervenantes dans le groupe SOS Solidarité et qui nous présenteront le programme OYA, qui est un programme de développement des compétences psychosociales à destination de jeunes en situation de vulnérabilité et d'adultes qui les entourent, donc dans le département de l'Aude et de l'Hérault. Donc c'est un petit peu une mise en application en fait de la thématique aujourd'hui. Et donc nous aurons également un temps d'échange à la fin de l'ensemble des présentations, mais vous pouvez d'ores et déjà euh, poser vos questions dans le chat et nous y reviendrons à la suite des interventions. Donc, je vais laisser la parole à Christine Ferron, qui pourra ensuite répondre à vos questions à la toute fin de l'intervention. Merci Christine, j'arrête le partage et c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Oui, je suis Christine Ferron, je suis déléguée générale de la Fédération Promotion Santé et je remercie beaucoup le DRAPS Occitanie, mes collègues de Promotion Santé Occitanie et bien sûr l'Agence régionale de santé Occitanie pour leur invitation. Alors, effectivement, la question qui a été posée est celle-ci, hein, dans le cadre d'un déploiement de plus en plus actif, de plus en plus important, hein, des compétences psychosociales à l'échelle nationale et jusque dans les régions et au niveau local, on peut s'interroger sur le fait de savoir si ces compétences peuvent constituer des leviers ou des freins
dans la réduction des inégalités sociales de santé. La première question un peu générale, hein, c'est celle de savoir s'il existe un lien entre CPS et ISS. Et pour introduire mon intervention, je vais simplement rappeler de quoi il s'agit quand on parle d'inégalité sociale de santé, hein, donc les ISS, qui traduisent en fait des différences dans l'état de santé entre les groupes sociaux, qui sont, ces différences, la conséquence d'une distribution inégale et injuste des déterminants systémiques de la santé. Ces inégalités, elles ne sont pas le fruit du hasard, elles sont socialement construites et donc évitables, elles seraient socialement possiblement déconstruites. La question de savoir si le développement des CPS représente un levier ou un frein à la réduction des ISS, elle est donc bien pertinente et légitime. Alors, plutôt que de partir dans de grandes généralités sur les inégalités sociales de santé et les CPS, j'ai choisi pour cette présentation de m'appuyer sur un document qui a été produit par nos collègues de Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes et qui présente en appui sur la littérature scientifique 7 leviers d'action sur les inégalités sociales de santé que je ne liste pas ici, mais je vais les aborder l'un après l'autre sous le prisme en fait des compétences psychosociales. Le premier levier d'action sur les ISS, c'est le plus général, hein, c'est l'application d'une démarche dite d'universalisme proportionné, dont voici la définition hein, donnée par Michael Marmot. Viser exclusivement les plus défavorisés ne réduit pas suffisamment les inégalités de santé. Pour aplanir la pente du gradient social, les actions doivent être universelles, mais avec une ampleur et une intensité proportionnelles au niveau de défaveur sociale. C'est ce qu'on appelle l'universalisme proportionné. Alors, la démarche d'universalisme proportionné, elle s'entend à la fois sur un plan quantitatif et sur un plan qualitatif. Sur un plan quantitatif, il s'agit de mettre en œuvre davantage de démarches de développement des CPS auprès des publics les moins favorisés et dans les milieux de vie ou les territoires où les déterminants de la santé sont les moins favorables. Sur un plan qualitatif, il va s'agir de mettre en œuvre des démarches de développement des CPS qui soient adaptées aux caractéristiques des publics. L'universalisme proportionné appliqué au CPS sur un plan quantitatif, est-ce le cas? Je vais m'appuyer sur un travail mené en région Île-de-France par l'ARS et Promotion Santé Île-de-France sur les inégalités de déploiement justement des actions CPS à l'échelle de cette région et le constat en fait qu'il existe des inégalités de déploiement en dépit d'une volonté explicite des acteurs institutionnels et associatifs de réduire les inégalités sociales de santé. Et en fait, ces inégalités de déploiement des actions CPS, elles sont dues à des choix d'implantation qui sont influencés par la réalité des établissements et des territoires, par la disponibilité et les compétences des acteurs, par l'accessibilité et la qualité des formations, l'ouverture aux différents milieux de vie, etc. Et là, on voit bien que ce sont des motifs, en fait, sur lesquels il est difficile d'agir à court terme. Sur un plan plus qualitatif, à présent, la question qu'on peut se poser, c'est le développement des CPS est-il une approche pertinente, quelle que soit la culture et le milieu social des personnes avec lesquelles on travaille? Et là encore, Promotion Santé Île-de-France propose de rappeler que l'approche par CPS, elle est ancrée géographiquement et culturellement. La plupart des ressources scientifiques dans ce domaine, elles proviennent de l'univers anglo-saxon. Mais cette approche par CPS, elle est aussi ancrée socialement en ce que les rapports des individus à eux-mêmes et aux dispositifs d'auto-évaluation, leur rapport aux autres, leur manière d'entrer en relation, leur rapport à leurs environnements de vie, sont fortement liés à leur position sociale, à leurs capitaux éducatifs, familiaux, culturels, économiques, symboliques, etc. On ne peut donc pas partir du principe que l'approche par CPS entrerait d'évidence en écho avec l'ensemble des catégories sociales de manière identique et homogène. Et si on part de ce principe, en fait, eh bien, on présente le risque de conforter les inégalités. Le deuxième levier évoqué, c'est l'accès aux compétences psychosociales et leur appropriation
grâce à la littératie et à la littératie en santé. Alors, un petit rappel de définition, hein, la littératie en santé, c'est la capacité d'identifier l'information en santé dont on a besoin, c'est la capacité d'accéder à cette information, de la comprendre, de l'évaluer et de la communiquer de manière à promouvoir, à maintenir et à améliorer sa santé et celle des autres dans divers milieux au cours de la vie. Et rappelons aussi que le niveau de littératie et de littératie en santé est plus bas en France que dans d'autres pays d'Europe. Alors, est-ce que le niveau de littératie en santé des publics est pris en compte dans les compétences psychosociales? On connaît les caractéristiques des populations qui disposent souvent d'un faible niveau de littératie en santé. Ce sont des populations qui ont un faible niveau d'instruction ou une langue maternelle autre que le français, qui sont en situation de handicap ou d'exclusion sociale, qui ont connu des troubles du développement durant la petite enfance, qui évoluent dans un univers culturel peu favorisant ou sont dans un état psychologique fragilisant sur ce point. Et on peut se poser la question de savoir s'il existe une adaptation en fait des actions programmes de développement des CPS au public qui présente ces caractéristiques, qui garantirait en fait la prise en compte de leur niveau de littératie en santé, et quel degré de co-construction existe-t-il des supports CPS avec ces publics qui pourraient également agir de façon positive sur ce plan. Alors, ce qu'on a pu constater aussi dans la littérature à ce sujet, c'est que la création d'un environnement favorable peut soutenir la prise en compte de la littératie en santé. Et en fait, on sait aussi que l'un des programmes mis en avant en tant que méthode efficace de renforcement de la littératie en santé, c'est celui des écoles promotrices de santé. En fait, les enfants qui évoluent dans des écoles promotrices de santé développent davantage que les autres leur littératie en santé. Et on sait aussi que ce programme des écoles promotrices de santé inclut le développement des CPS. Donc on voit bien qu'il y a un peu un cercle vertueux autour de cette question-là, par la création d'environnements favorables. Mais qu'en est-il en fait des autres milieux de vie? Le milieu de travail promoteur de santé, le milieu médico-social promoteur de santé, etc. Existent-ils? Sont-ils bien développés? Comment la littératie est-elle prise en compte également? Les CPS, etc. Donc beaucoup de questions par rapport à d'autres milieux. Le troisième levier, il est double, c'est favoriser la participation et favoriser le développement du pouvoir d'agir. Alors, un petit rappel, là encore, de définition de la participation qui regroupe les différentes formes d'action par lesquelles des individus, groupes ou organisations contribuent activement à des décisions ou à des actions dont ils ne sont pas toujours les premiers promoteurs, mais dont ils deviennent partie prenante du fait de leur inclusion dans le processus décisionnel ou dans l'action. Et la participation effective, elle suppose souvent le renforcement préalable des compétences à participer. On constate donc que le développement des CPS, il peut se situer en amont, pendant et en aval, en fait, de tout processus participatif. Le deuxième sous-levier, en fait, de ce troisième levier, c'est le développement du pouvoir d'agir. Rappelons là aussi que les rapports de pouvoir enclenchent la fabrication d'ISS en influençant non seulement l'exposition des groupes sociaux aux déterminants de la santé, mais aussi leur susceptibilité à ces déterminants, leur capacité de réponse et l'impact sur eux d'un problème de santé. Et en renforçant le pouvoir d'agir, les CPS peuvent donc avoir des effets positifs en termes de réduction des ISS. Participation, empowerment par les CPS, est-ce bien le cas? Alors, en amont du développement des CPS, quelle est la participation des publics aux décisions de mise en place d'un programme CPS et de participation de ces publics au programme? Leur capacité à participer aux actions programmes CPS est-elle évaluée au préalable? Est-elle renforcée si besoin? Pendant les actions programmes de développement des CPS, on peut imaginer que la mobilisation d'une pédagogie active et expérientielle va effectivement favoriser la participation et le pouvoir d'agir. Et en aval en fait du développement des CPS, on sait que le renforcement du pouvoir d'agir individuel, c'est un résultat attendu des actions programmes CPS. Donc on peut imaginer que ce volet-là fonctionne bien.
En revanche, on peut s'interroger sur les effets des actions CPS en termes d'empowerment communautaire. Permettent-ils le renforcement des CPS, l'organisation de collectifs actifs? Et enfin, ces actions CPS ont-elles des effets en termes d'empowerment organisationnel? Finalement, les contextes organisationnels permettent-ils aux CPS acquises ou renforcées par les publics de s'exprimer? Donc, beaucoup de questions auxquelles les réponses sont encore attendues. Quatrième levier, c'est la construction de démarches d'aller vers ou la médiation. Quelques petites définitions. L'aller vers, en fait, consiste en des démarches par lesquelles les intervenants sortent physiquement de leur structure pour aller à la rencontre des populations isolées ou ayant décroché afin de rétablir un lien et un accès aux aides et aux droits communs en se tournant vers leur lieu de vie. Il y a deux dimensions principales à l'aller vers, une mobilité hors les murs vers les milieux de vie et une posture relationnelle d'ouverture vers les personnes. La médiation en santé, c'est de son côté un processus relationnel exerçant une fonction d'interface entre les publics vulnérables et les acteurs de santé. Alors, ces deux axes de travail sont-ils pris en compte dans le développement des CPS? Alors, on sait que les actions programmes CPS sont situées dans des institutions, des lieux d'accueil des publics. Peut-on considérer que c'est de l'aller vers? Je pense que oui, dans une certaine mesure. Par ailleurs, la posture éducative qui est mobilisée dans les programmes de développement des CPS avec l'instauration d'un climat de confiance positif et bienveillant, la création d'un cadre d'intervention sécurisant pour tous, la capacité de l'intervenant à maintenir une dynamique de groupe positive, tout cela, en fait, constitue le développement des CPS comme un axe important et intéressant en termes d'aller vers et de médiation. Le cinquième levier de lutte contre les ISS, c'est la lutte contre la stigmatisation. Rappelons que stigmatiser une personne, c'est la désigner à l'opprobre social, c'est la rejeter à la marge du corps social en lui associant une description stéréotypée dévalorisante, parce que cette personne possède une caractéristique, un signe particulier, que l'on va considérer comme le signe d'une infériorité morale. Et en fait, pour lutter contre la stigmatisation, on sait qu'il faut appréhender les représentations des publics afin de mieux comprendre leur comportement, les raisons pour lesquelles ils se comportent comme ils le font. Il faut être attentif aux risques de stigmatisation dans les actions. Il faut évaluer auprès du public les effets possibles du projet en termes de culpabilité ou de perte d'estime de soi. Et il faut reconnaître l'expertise de chacun, chacune à partir de son expérience. Dans le cadre des actions programmes CPS, est-ce que cette lutte contre la stigmatisation est effective? Connaît-on bien, par exemple, les causes pour lesquelles certains publics ont plus de difficultés que d'autres à acquérir ou renforcer leur CPS? Est-ce qu'on porte suffisamment d'attention aux risques de stigmatisation dans la mise en œuvre de ce type de programme? Et notamment, est-ce qu'on évalue le risque de perte d'estime de soi dans les actions ou programmes CPS? L'important, en fait, ce serait de bien, dans le cadre des programmes CPS, de porter attention à la reconnaissance des savoirs, savoir-faire, savoir-être de chacune à partir de son expérience, de valoriser les apports de chacun et chacune et de porter attention à la place de chacun dans les actions et programmes CPS. À ces conditions, en fait, ces actions ne renforceront pas des effets stigmatisants. Le sixième grand volet d'action de lutte contre les ISS, c'est l'action sur les déterminants socio-environnementaux de la santé. Vous connaissez ce schéma de Dahlgren et Whitehead avec ses 4 niveaux de déterminants. Le premier niveau, dans le demi-cercle orange, soutenir des changements de comportement individuels, des facteurs liés au style de vie. Le deuxième niveau, c'est le renforcement du lien social au sein des réseaux sociaux communautaires des personnes. Le troisième niveau, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail. Et le quatrième niveau, c'est le fait d'apporter des changements structurels de long terme qui vont agir sur les conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales.
Alors, dans le cadre du développement des CPS, est-ce que ces déterminants socio-environnementaux sont pris en compte? Alors, si on regarde le premier niveau, on peut considérer que l'objectif de changement de comportement individuel par l'acquisition ou le renforcement de compétences cognitives, émotionnelles et relationnelles va permettre d'agir en effet au travers des CPS sur le premier niveau de déterminants. Considérant le deuxième niveau, l'amélioration du lien social, eh bien là aussi, on pourrait considérer que le développement des CPS, via l'identification des émotions, l'autorégulation, la résolution de problèmes ou de conflits relationnels, la capacité à résister à la pression du groupe, la capacité à prendre des décisions plus responsables, va avoir un effet positif. Par contre, sur les deux autres niveaux, l'amélioration des conditions de vie et de travail, ou le fait que le développement, le déploiement de programmes CPS va provoquer des changements structurels, eh bien là-dessus, on manque encore beaucoup, cruellement, de données qui permettent de l'affirmer. Et enfin, le septième et dernier levier, c'est le développement d'une approche partenariale intersectorielle. Alors, rappelons ce qu'est l'action intersectorielle. Eh bien, elle suppose, comme son nom l'indique, la mobilisation de plusieurs secteurs et elle requiert un partage des responsabilités entre les secteurs concernés. Et c'est important de le rappeler, il s'agit de dépasser la simple réunion ou juxtaposition de plusieurs secteurs, voire encore pire, l'instrumentalisation d'un secteur par l'autre, pour véritablement agir ensemble. Dans une perspective intersectorielle, les secteurs s'engagent résolument dans une approche conjointe dont le mode d'opération se situe en dehors de la hiérarchisation éventuelle des champs concernés. Donc il y a une dimension d'horizontalité très importante dans l'approche intersectorielle. Alors, qu'en est-il dans le champ des compétences psychosociales? Le référentiel de Santé publique France paru en octobre 2022 rappelle que les CPS sont justement des compétences très transversales, génériques, interdisciplinaires, qui ne sont pas spécifiques à un domaine d'application, qui possèdent un haut niveau de transférabilité en fait d'un secteur à un autre et qui transcendent à la fois les milieux, les disciplines et donc les secteurs d'intervention. Cependant, ce qu'on constate encore aujourd'hui, c'est que l'intersectorialité, elle est encore trop souvent limitée aujourd'hui à deux secteurs, on va dire santé, promotion de la santé, et le secteur de l'éducation. Alors, en cours de développement et d'ouverture, avec d'autres secteurs comme le secteur du médico-social, du travail, du soin, de la justice, du sport et de la culture, etc. Donc, tous les secteurs signataires de l'instruction interministérielle. Donc, on en est encore un petit peu au début, en fait, de cette grande ouverture intersectorielle. Pour résumer et conclure mon intervention, donc, si on regarde les compétences psychosociales sous l'angle des 7 leviers d'action sur les inégalités sociales de santé, pour ce qui concerne l'universalisme proportionné, on voit bien que l'universalisme est en cours, il est très porté politiquement, il est soutenu, c'est en train de se produire. Par contre, la proportionnalité à la fois quantitative, par exemple entre les territoires, ou qualitative par rapport aux caractéristiques de certaines populations, elle est encore à renforcer. Pour ce qui concerne la littératie en santé, on sait que dans l'environnement favorable des écoles promotrices de santé, le développement de la littératie en santé, le développement des CPS vont agir conjointement dans une direction de renforcement des aptitudes, mais quid des autres milieux que j'évoquais? Pour ce qui concerne la participation et le pouvoir d'agir, on est à peu près certain que les compétences psychosociales les renforcent au niveau individuel. En revanche, les niveaux communautaires ou organisationnels sont encore peu investis et peu investigués à ce niveau. Pour ce qui concerne l'aller vers et la médiation, effectivement, le fait que les programmes de développement des CPS soient construits, menés dans les institutions et les lieux de vie d'une variété de publics va dans le bon sens pour ce qui concerne ce levier. L'adoption d'une posture éducative favorable est également très positive. Pour ce qui concerne la lutte contre la stigmatisation,
eh bien, elle va passer par la reconnaissance des savoirs, savoir-faire, savoir-être de chaque participant au programme, la valorisation de ses apports, l'attention portée à la place de chacun et chacune dans ces programmes. Pour ce qui concerne les liens avec les déterminants sociaux environnementaux, eh bien là encore, on voit bien que pour ce qui concerne les compétences individuelles, le renforcement du lien social, les compétences psychosociales y contribuent très fortement. Par contre, l'action sur des déterminants de la santé relevant des conditions de vie et de travail ou du contexte sociopolitique général sont encore à renforcer. Et enfin, pour ce qui concerne l'intersectorialité, on voit très bien qu'elle existe, elle se renforce de longue date entre les secteurs de la santé et de l'éducation. Elle est probablement encore à renforcer au-delà de ces deux secteurs dans les autres secteurs signataires de la stratégie nationale. Et pour cela, avec une attention apportée au caractère bien horizontal en fait de ces partenariats intersectoriels. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation et je vais mettre fin au partage d'écran. Merci beaucoup, Christine. Christine Ferron. On va passer la parole tout de suite à Gaëlle Vaillot du CODES 04 et à Bertrand Miju Duval de l'ARS. Très bien, bonjour à toutes et tous. Alors, j'ai un peu sans transition. Merci Christine de la présentation, mais je comprends que du coup des échanges auront peut-être lieu après sur l'ensemble des présentations. Mais j'aurais envie de réagir à plein de choses qui ont été évoquées. On va essayer de faire le lien avec Gaël sur le projet qu'on mène dans les Alpes de Haute-Provence. Moi, je suis Bertrand Bijoux-Duval, je suis le directeur de la délégation départementale de l'ARS pour les Alpes de Haute-Provence, donc ARS PACA, ARS voisine. Donc, je salue les collègues, j'ai compris qu'il y avait des collègues de l'ARS Occitanie que je salue au passage et toutes et tous en vous grade des fonctions et qualités, comme on dit. Je comprends qu'il y a des gens de un peu toute la France, donc ravi de vous faire état de notre expérimentation dans les Alpes de Haute-Provence. Je laisse Gaël se présenter, puis après je vous dirai un petit mot de pourquoi on a monté ce projet qui nous amène à vous le présenter aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Je suis Gaëlle Vaillot et je représente aussi les Alpes de Haute-Provence. Je suis chargée de projet et formatrice au CODES 04, le comité départemental d'éducation pour la santé. C'est en fait le promotion santé, sauf qu'on ne s'appelle pas comme ça en PACA, mais nous avons les mêmes missions. Eh bien, écoutez, alors avant de repasser la main à Gaël qui va vous présenter un peu plus dans le détail le programme qu'on a développé un peu spécifique dans les Alpes de Haute-Provence, vous dire un mot de qu'est-ce que c'est que ce programme dont on parle. Et merci au passage de la sollicitation pour vous le présenter en ce séminaire. Alors, je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit par Christine tout à l'heure, mais c'est vrai que on voit qu'on est sur un sujet des compétences psychosociales qui apporte aujourd'hui un très haut niveau de preuve scientifique, même si évidemment il y a toujours des zones à creuser, mais on est sur un domaine qui a un niveau de preuve qui est exceptionnel. Et les travaux de Santé publique France le montrent, il y a beaucoup de littérature. Ça, c'est un point qui est fondamental sur tous nos enjeux de santé publique. En parallèle, on a un contexte politique, au sens des politiques publiques, qui est également exceptionnel, puisqu'on a une stratégie interministérielle, donc on a évoqué aussi tout à l'heure, depuis 2022. Donc le cadre, il est idéal. Mais, parce qu'il y a un mais, et ça c'était un peu notre constat, et que peut-être d'autres, dans d'autres départements ou régions peuvent constater, c'est que malgré ce contexte assez exceptionnel pour le développement des compétences psychosociales, ben, sur le terrain, on peut avoir l'impression, c'est le nôtre en tout cas, et vous nous direz si c'est le vôtre également, mais que bah, malgré tout, c'est un peu poussif. C'est-à-dire que les programmes de développement des compétences psychosociales, grâce à votre réseau, ils se développent, mais il semble qu'on soit encore loin d'atteindre l'objectif de la première génération 2037 formée, si on n'arrive pas à monter en puissance. Donc c'était un petit peu l'étonnement, un contexte idéal, et en même temps, dans la pratique, comment on fait pour avancer. Et le parti pris qu'on a eu dans les Alpes d'Haute-Provence, alors qui relève aussi d'une petite coïncidence, mais le hasard fait souvent bien les choses. Il se trouve que avec Gaël, on s'est croisé à Grenoble lors du DU CPS, donc de la fac de l'UGA, de l'Université Grenoble-Alpes. Et le hasard des parcours professionnels fait qu'on s'est retrouvé à Digne. Donc, ça a été un des éléments, je pense, déterminants qui ont fait qu'on a pu amener ce projet à bien, mais on vous donnera d'autres clés de comment
on a pu le dérouler. Donc, on a pris le pari que pour que les programmes se développent, il fallait déjà que ceux qui sont en charge de les engager, c'est-à-dire moi-même, entre guillemets, en tant que directeur départemental ARS, mais tous mes homologues départementaux, donc sur tous les ministères signataires de cette stratégie interministérielle, comment on leur parle de compétences psychosociales. Et l'autre constat, c'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, c'est que cette connaissance des compétences psychosociales localement, alors sans faire affront à mes collègues, parce qu'on a tous plein de thématiques, et les CPS, elles peuvent se noyer parmi beaucoup d'autres thématiques qu'on demande au service déconcentré de l'État de mettre en œuvre dans les territoires. Donc, c'est un peu ce constat. Donc, comment on fait pour initier, sensibiliser au sujet des compétences psychosociales et donc, on s'est dit, pourquoi pas, on se lance le défi de monter un programme d'initiation en 2 heures, 2 heures montre en main, comment on peut arriver à expliquer ce que sont que les compétences psychosociales et à quoi ça peut être utile. À quoi ça peut être utile à chacun dans son propre couloir, sa propre thématique, que ce soit l'éducation, que ce soit la jeunesse et sport, que ce soit la police nationale, la santé, bien sûr, etc., etc. Qu'en 2 heures, on puisse faire comprendre à ce public de directeurs, directrices départementaux, donc c'est un format de CODIR préfecture, c'est une instance qui est importante dans tous les départements, de comité de direction de tous les services de l'État. C'était notre pari. Donc voilà, c'est ça qu'on a monté d'abord. C'est un programme en 2 heures, montre en main, où on puisse faire comprendre les CPS par la théorie, parce qu'effectivement, il faut qu'on comprenne de quoi ça parle, et évidemment, par la pratique, puisque les canons, effectivement, de Santé publique France nous rappellent que les CPS ne peuvent se comprendre et s'intégrer que si on les pratique. Donc, c'était ça notre défi. Et du coup, je vais passer la main à Gaël pour vous dire comment on a réussi en 2 heures à faire rentrer ce programme-là, et puis vous dire, in fine, est-ce que ça a marché ou pas, mais ça, on garde le suspense pour la fin de la présentation, et vous dire concrètement, qu'est-ce que ce premier programme a permis de mettre en place dans le département. Eh bien, Gaël, à toi la Merci parole. Bertrand pour cette introduction. Alors, nous n'avons pas la main sur le diaporama. Est-ce qu'il est possible de passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Voilà. Ouais, merci. Alors, effectivement, en fait, cette expérimentation, elle a commencé au printemps dernier, donc elle a maintenant 1 an. Elle est entièrement financée par l'Agence régionale de santé, donc délégation du 04 des Alpes de Haute-Provence, sur un financement FIR. Et en fait, dès le printemps dernier, on a monté un copilotage avec la DSDEN, l'ARS Nouvelle-Aquitaine et puis une association du 59 qui travaille activement sur les compétences psychosociales. Et donc, nous avons, donc c'est le CODES 04 en fait qui porte cette ingénierie. Donc, on a proposé en fait un programme qui puisse rentrer dans les contraintes dont tu viens de parler, Bertrand. Et là, on peut passer à la diapo suivante où je vais vous présenter justement ce programme et le modèle de ce programme. Alors, comme disait Bertrand, euh, les décideurs en fait ont très peu de temps pour bénéficier en fait de ce type de programme. Donc notre enjeu, en fait, c'était de le faire de manière très courte, mais en même temps complète. Donc on a proposé en fait une première séance d'initiation qui est en réalité une séance de 2 heures qui pose les bases de ce que sont que les compétences psychosociales, en même temps que de poser les bases du contexte général, c'est-à-dire de l'instruction interministérielle, de ce qu'elle nous dit et en même temps, dans ces 2 heures, de pouvoir proposer aux décideurs de goûter aux compétences psychosociales. C'est-à-dire qu'il y a toute la théorie qui est exceptionnelle aujourd'hui, on a tous les référentiels de Santé publique France, et en même temps, comprendre les CPS, c'est aussi de pouvoir les vivre. Donc, on a cet enjeu dans cette séance d'initiation de pouvoir mettre en pratique une activité CPS en laissant le temps d'un retour réflexif et de faire le lien entre la théorie et la pratique. Et en même temps, dans cette séance, je dirais, de base, eh bien, c'est aussi de faire connaître aux décideurs
que la mise en place de programmes CPS, eh bien, il y a aussi un enjeu théorique, il y a des critères d'efficacité qui existent et que pour que ça fonctionne, il faut aussi des ingrédients qui permettent au programme eh bien, d'être efficace. Et puis donc, ça, c'est une séance d'initiation, une séance de base de 2 heures. Et puis à ça, en fait, on a ajouté un cycle d'approfondissement pour mieux comprendre les différentes familles des compétences psychosociales. Donc, dans ce cycle d'approfondissement, en fait, eh bien, il s'agit d'animer 3 modules de 2 heures. Un premier module sur les compétences cognitives, un deuxième sur les compétences émotionnelles et un troisième sur les compétences sociales. L'idée étant toujours, en fait, d'être dans une stratégie expérientielle, c'est-à-dire vraiment de proposer des activités qui sont en lien avec les compétences psychosociales qu'on veut mobiliser et développer auprès des décideurs. En Et nous, complément, en oui, attendant la slide d'après, vous suivant. dire que l'intérêt de se dérouler est de créer un collectif. C'est-à-dire que non seulement on va embarquer dans un format qui est assez accessible pour ce public, euh, donc on va les embarquer sur les CPS, mais après en leur proposant ce cycle d'approfondissement qui est un peu la clé de cette formation, ce n'est pas que le module d'initiation de 2 heures qui est l'initiateur, mais après d'embarquer ce collectif dans des formations en complément et qui, on va le voir, petit élément déjà de conclusion sur le fait que comment on arrive au cotère. C'est-à-dire que grâce à cette forme-là, on crée un collectif de personnes qui sont intéressées au CPS, qui ont compris ce que c'était, qui ont même fait l'effort de s'engager un peu plus loin et qui au final constitue un public qui est privilégié pour former le cotère. Donc, ces séances d'initiation, la séance de base dont je vous parlais tout à l'heure, pour bien comprendre ce que sont que les CPS et les enjeux, en fait, de pouvoir les développer, eh bien, là, on vous présente une diapo qui présente justement les 2 séances d'initiation que nous avons faites, donc en décembre et en janvier dernier, où, où en tout, en fait, on a eu 36 participants dont 18 directions, et puis les autres, c'était plutôt des adjoints à la direction. Et nous avons eu donc une représentation assez intéressante, puisqu'il y a eu la jeunesse et sport, direction départementale des territoires, la police, les pompiers, le conseil départemental, l'hôpital qui était également représenté, la préfecture, euh, l'ARS, l'éducation nationale avec la DAZEN, l'assurance maladie, la maison d'arrêt. Et puis la DDE-TSPP, et puis ensuite l'ONAC, qui est l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Donc une belle représentation sur ces 2 cycles, sur ces 2 cycles d'initiation. Oui, diapositive. Et puis, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, après ce cycle d'initiation est proposé un cycle d'approfondissement de 3 modules de 2 heures qui a pu être réalisé en février et en mars dernier, donc à l'ARS de Digne-les-Bains. Euh, et on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, donc nous, ce qu'on souhaitait aussi, c'est de vous présenter évidemment les quelques résultats de cette initiative, de cette expérimentation. Les résultats qui vous sont présentés, en fait, eh bien, elles viennent d'une méthode d'évaluation par questionnaire, c'est-à-dire qu'on a fait passer des questionnaires avant le programme, pendant le programme et à la toute fin du programme, donc après le module d'initiation et d'approfondissement auprès des décideurs. On peut passer. Donc là, dans les résultats qui sont présentés, l'idée, c'est justement que vous puissiez voir en fonction de chaque module le nombre de participants et le nombre de répondants au questionnaire dont je viens de vous parler, et en même temps que vous puissiez voir les notes d'évaluation en fait pour chacune des sessions, donc session d'initiation, séance 1, 2, 3 du cycle d'approfondissement. Ce
qu'il en ressort, en fait, en tout cas, c'est une meilleure compréhension des compétences psychosociales par les décideurs et notamment par les mises en pratique dans le cadre de ces séances-là. Et puis ensuite, ce qui ressort aussi de ces questionnaires, c'est la bienveillance qui a été vécue aussi dans le groupe et qui a permis justement à ce collectif d'avancer ensemble. Non, c'est toujours la diapo d'avant. C'est encore la diapo d'avant. Merci. Et ce qui a été aussi apprécié, c'est le fait qu'il y ait eu aussi des activités proposées entre chaque séance qui permettaient aux décideurs, s'ils le souhaitaient, de pouvoir continuer en fait à mobiliser leurs compétences psychosociales. En tout cas, on voit qu'au niveau de la satisfaction générale, donc de tous les modules, on arrive à une satisfaction de 9,25 sur 10. On peut passer à la prochaine diapositive. Voilà. Là, il me semblait aussi intéressant en fait de vous présenter par module le niveau de connaissance, donc avant, après, des décideurs. Donc, dans la colonne de gauche, vous avez l'évaluation des connaissances en amont du programme et en fin de programme, donc avec une augmentation de quelques points, de 2 points. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point en fait les décideurs ça leur semble important de déployer la stratégie des CPS. Donc, si on voit que au départ, ils étaient déjà ils voyaient déjà bien l'importance de développer les CPS, eh bien, en les comprenant davantage et en comprenant leurs enjeux et en pouvant les expérimenter, eh bien, on voit que l'échelle en fait de cette importance-là a encore augmenté. Et donc, pour eux, ça leur semble important de déployer la stratégie CPS en fait à, à hauteur de 9,63 sur 10. Et on peut passer à la diapo suivante. Je crois qu'il y a une slide après peut-être juste maintenant, pardonne-moi, pour globaliser ces résultats. Qu'est-ce qu'ils disent au-delà de ces chiffres qui nous permettaient de voir, ben, voilà, quel était le suivi et le niveau de satisfaction et de connaissance. En fait, le fait que la formation ait lieu montre que c'est possible. On peut faire une formation spécifique sur les compétences psychosociales à ce public de personnes très occupées, qui ont plein d'autres choses en tête. Donc ça marche. L'autre chose que ça prouve, c'est que au-delà le point d'accroche qu'on a en tête, hein, il y avait un côté un petit peu injonction, c'est-à-dire que c'est une réunion, vous avez vu les photos, qui avait lieu dans la salle du CODIR préfecture. C'est un peu une commande, c'est-à-dire que moi, quand la préfète me demande d'aller en préfecture, j'y vais, évidemment, ou mon adjointe, mais on y va. Voilà, c'est pas toujours par choix, mais bon, généralement ça nous intéresse bien sûr, mais c'est un peu l'injonction. Ce qui est très intéressant dans ces chiffres, c'est qu'on voit qu'au-delà de cette commande initiale, et ben derrière, ceux qui se sont engagés dans la formation, ils l'ont fait délibérément. Et on passe pour refaire le lien avec nos CPS, d'une motivation extrinsèque à vraiment une motivation intrinsèque. Et c'est ça qui est assez génial en fait dans le programme, c'est qu'on se rend compte que ces personnes qui, bon, au début, connaissent pas trop ce que c'est, ils se mettent à peu près à moitié. À la fin, ils connaissent ce que c'est, mais surtout, ils ont envie d'y aller. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir de ces chiffres, c'est de montrer que c'est possible et qu'au-delà du fait qu'on n'est pas là pour les forcer, on peut les engager de manière vraiment volontaire. Et aussi pour les engager de manière volontaire, il y a eu cette question qui est revenue à chaque fois, c'est-à-dire quelle application en fait et quelles applications des CPS vous paraîtraient envisageables dans votre secteur, dans votre champ d'activité. Et ce qui leur sort beaucoup, c'est le terme de formation, c'est-à-dire qu'il y a l'idée pour les décideurs, en tout cas que nous avons rencontrés, de former. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette compréhension des CPS est plus claire, en fait, ils ont envie de former, de se former et de former leurs équipes, justement dans l'idée un peu de systémie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils forment leur structure, eh bien, ils voient qu'il y a une possibilité d'impact plus global, à la fois pour leur équipe, dans la cohésion de leur équipe, dans l'accompagnement des publics. Et puis, il y a aussi des demandes ou en tout cas des besoins qui ressortent et qui sont de l'ordre de besoins plus particuliers, par exemple comme la gestion de stress de leurs équipes. Et dans les applications en fait qu'ils voient, c'est aussi comment c'est le souhait et la nécessité pour eux de développer en fait les ateliers et les programmes.
Et, euh, et par exemple, à la police nationale, et tu me diras si je me trompe, Bertrand, c'est l'idée de développer, en fait, déployer massivement Unplugged, qui est un programme de prévention des addictions par la stratégie du développement des compétences psychosociales. Et alors, dans les éléments qu'on vous a annoncés en introduction, de dire bah, concrètement où est-ce que ça mène, alors, parce que je crois qu'il nous reste 5-10 minutes, c'est ça maximum. Vous êtes les gardiens du temps, Karen, vous nous dites. Mais alors, pour s'approcher de ces éléments de conclusion, de dire qu'est-ce que ça amène concrètement? Là, de fait que oui, on a réussi à intéresser ce public, ben, concrètement derrière, et c'était ça le but, c'était que les personnes soient suffisamment euh, impliquées, engagées et en compréhension pour développer elles-mêmes des programmes dans leur couloir respectif. Et c'est là où on voit que ça marche aussi. C'est-à-dire que on a, côté éducation nationale, par exemple, la DAZEN qui souhaite former tous les chefs d'établissement. Donc eux-mêmes, c'est-à-dire que l'éducation nationale a des tas de programmes sur les CPS, mais qui visent à les déployer sur les enfants, donc des ateliers. Mais là, l'enjeu, c'est de comprendre que ben, ça ne se fera pas si les chefs d'établissement et les équipes pédagogiques ne sont pas formées elles-mêmes, ce qui est au passage une des recommandations de Santé publique France. Donc, ça permet d'initier. Après, des effets qu'on n'avait pas anticipés, effectivement, je trouve que l'exemple de la police nationale est très bon. C'est-à-dire que le directeur adjoint de la police nationale, qui était présent dans ces ateliers, se dit, ben, il faut qu'on engage ces programmes CPS sur des publics spécifiques, donc notamment des personnes qui sont en situation d'addiction et de deal, puisque ça, c'est l'enjeu de la police nationale, d'aller mettre de l'ordre sur ces thématiques, mais qui se disent, bah oui, mais on n'y arrivera pas si on ne fait pas de la prévention. Donc ça, c'est quand même, je crois, une évolution qui est assez remarquable. Autre effet, on a au niveau de la direction de l'hôpital, donc des hôpitaux publics, de dire, ben, il faut qu'on forme tous nos chefs de service sur les CPS et qui derrière vont pouvoir aussi impacter dans les propres équipes de soins. Donc on est un peu plus loin de la stratégie nationale. Ça, c'est un des enseignements aussi de ce programme, c'est qu'on n'est pas que sur un public enfant, mais pour ceux qui étaient là au séminaire de Santé publique France à Paris en début d'année, c'était la conclusion. C'était oui, évidemment, la stratégie, au final, il faut qu'on forme cette génération, mais on n'y arrivera pas si l'équipe, enfin, les adultes en situation d'éducation ne sont pas eux-mêmes formés. Mais la conclusion, c'était qu'on est tous en situation d'éducation, quelles que soient nos missions, parce que par effet de modèle, de quoi que ce soit, je ne rentre pas dans des détails psychologiques que je ne maîtrise pas, mais on est tous dans cette situation d'éducation. Voilà. Donc c'était ça l'enjeu, c'est de voir que par cette initiation du top management, pardon de cette expression, mais c'était ça l'idée, d'arriver petit à petit à faire en cascade, arriver les CPS jusqu'à tous. Et ça, je pense que ça peut être un des enjeux de réduction des inégalités qui était le premier sujet évoqué tout à l'heure. Voilà sur alors et pardon et dernier élément peut-être sur un autre effet très concret puisque accessoirement ben on a une stratégie nationale qui demande de mettre en place des quotaires. Alors j'insiste à chaque fois sur le fait que le quotaire n'est pas une fin en soi. Les fameux comités territoriaux, voilà, ça ne s'agit pas juste de cocher la cage pour faire plaisir à nos ministères respectifs, mais ça doit être des outils pour vraiment déployer les programmes CPS derrière. Et là, l'intérêt, c'est que on voit que grâce à ce collectif, en fait, on a une date de premier quotaire des Alpes de Provence est programmée fin mai, et ce sera le premier de PACA, puisqu'en PACA, on s'est illustré aussi sur le fait qu'on était une des rares régions à n'avoir encore mis en place aucun quotaire. Mais j'espère que par cette stratégie-là, on va non seulement avoir un quotaire, mais avoir un quotaire formé de personnes qui auront concrètement envie de développer les programmes CPS. Voilà, sur quelques éléments d'effet, Gaëlle, je te laisse compléter. Là, on peut passer sur les perspectives directement. Ouais. Donc, c'est prochaine diapo. Encore, s'il vous plaît. Encore. Voilà. Donc là, on vous a présenté donc la démarche, en fait, tout à l'heure, depuis donc, qui a commencé au printemps dernier avec la structuration de la démarche qui a été faite à partir de ce moment-là, la communication que nous avons faite au moment de l'automne, l'animation, la création du quotaire. Donc, Bertrand, tu viens d'en parler. Et là, dans les perspectives en fait qui vont être bientôt opérationnelles, c'est l'essaimage justement de cette expérimentation, l'essaimage notamment au niveau départemental, c'est-à-dire proposer en fait
un nouveau module d'initiation avec un nouveau cycle d'approfondissement à d'autres décideurs. Et puis avec l'idée d'essayer aussi au niveau régional, enfin dans d'autres régionalement et peut-être dans d'autres régions. Et également de proposer en fait un nouveau cycle, c'est-à-dire que ce cycle d'approfondissement qui est proposé est vraiment basé sur le tome 1 des référentiels santé publique. Et l'idée là, en fait, c'est de créer, d'animer un cycle 2 pour aller sur le tome 2 euh, sur les compétences psychosociales. Voilà pour les perspectives à venir. Écoutez, je crois qu'on arrive presque on arrive au bout, effectivement, du temps imparti. On va pas trop en déborder. Je vois qu'il y a pas mal de questions aussi dans le chat. J'espère qu'on y a répondu en partie. Il y avait notamment des enjeux sur quel type d'activité. Alors peut-être que ça peut être le teasing pour donner envie d'aller plus loin. Nous, clairement, hein, depuis les Alpes de Haute-Provence, notre enjeu, il est de pouvoir diffuser ce modèle-là. Et Santé publique France, d'ailleurs, le suit de près, puisque ce qu'on a réalisé, c'est qu'au-delà d'un programme décideur, on était en train de créer un programme adulte. Et c'est effectivement l'autre particularité de ce monde des CPS, c'est qu'on a très peu de programmes vraiment adultes aujourd'hui. Il y en a, bien sûr, un programme un peu générique. Donc ça, c'est l'enjeu. Nous, l'enjeu, c'est de le conforter dans le 0,4, comme Gaëlle l'a évoqué, mais assez rapidement qu'on puisse, à ceux qui le souhaitent, donner des billes sur comment on y arrive et comment on le déploie. Donc là, il y aura effectivement des guides. C'est la commande effectivement qui est faite aussi au CODES au travers de ce projet financé par l'ARS. Donc d'avoir des guides de formation. Donc ça, j'espère qu'on sera en place d'ici 2026 pour pouvoir le diffuser au-delà de nos frontières départementales. Et après, comme premier élément de réponse par rapport aux questions sur les clés, parce que ça, c'est important. C'est pas tout d'avoir le programme qui est là. Pardon, C'est Monsieur comment. Duval, excusez-moi, je vous interromps, je suis désolée. Oui. Ouais. On s'est proposé de répondre aux questions à la fin des Ah, pardonnez-moi, interventions. très bien, ok. Alors, ce Voilà, qu'il y a, c'est donc que je pourrais vous malheureusement pas être là pourrez y jusqu'au bout, répondre. mais Gardez Gaël pourra votre répondre. réponse Très bien, ça en marche. réserve, excusez-moi, hein, parce que Pas de je problème, vous garde faites bien. le temps. Voilà, pour notre dernière intervention. Et puis vraiment garder votre réponse en réserve. On reposera la question à la fin. Voilà. Merci Très beaucoup bien. pour votre intervention. Et nous passons maintenant la parole au groupe SOS Solidarité pour le projet OYA, avec Lou Négrel-Rossa et Apolline Borde qui vont nous présenter un projet concret sur le déploiement des CPS auprès des publics vulnérables. C'est à vous, donc on vous laisse la parole et vous pouvez partager votre document. Merci. Bonjour, bonjour. Donc bonjour à tous et à toutes. Merci de nous accueillir dans le cadre de cette matinale du DRAPS. Merci à Promotion Santé Occitanie et à l'ARS Occitanie. Nous sommes ravis de pouvoir présenter aujourd'hui le programme OYA, anciennement nommé Arpège Occitanie. Donc je me présente, je suis chef de service du point écoute parents adolescents et Lou Négrel-Rosa qui est avec moi est éducatrice spécialisée et travaille sur le projet OYA département de l'Hérault. Nous travaillons pour le PEPA, qui est un point accueil écoute jeune et dont le pôle principal est basé sur Montpellier. Avant d'entrer dans le cœur du dispositif, il nous semblait important de pouvoir revenir sur l'origine du projet. Le projet a débuté en 2020 avec la réalisation de 2 diagnostics territoriaux, l'un sur le département de l'Aude et l'autre sur le département de l'Hérault. Ces travaux ont mis en évidence de vulnérabilités importantes chez certains publics, notamment chez les jeunes et notamment les jeunes accompagnés par l'aide sociale à l'enfance, la protection judiciaire de la jeunesse et les jeunes en situation de handicap, notamment dans les DITEP. Les diagnostics ont également révélé des inégalités sociales de santé marquées, mais aussi des inégalités territoriales fortes, avec une précarité particulièrement importante sur certains secteurs, notamment sur le département de l'Aude. Face à ces constats, nous avons fait le choix d'agir en développant les compétences psychosociales auprès de ces publics. L'enjeu est clair, ne pas contribuer à creuser davantage ces inégalités. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Et le PEPA a beaucoup, par le passé, mené des actions au sein des collèges, des lycées, dans le milieu scolaire. Et on souhaitait, avec le programme OYA, aller vers d'autres publics. Et vous verrez que ça va faire écho à la première présentation de Madame Ferron. C'est dans cette perspective qu'est né le programme OYA, un programme qui est à la fois adaptable et qui s'adapte pour répondre aux réalités des publics et des territoires ciblés,
mais qui est aussi structuré, évalué, modélisé, afin de garantir la qualité et l'impact des actions menées. Et on vous présentera ça aussi. Je ne vous en dis pas plus pour le moment et je laisse la parole à Lou, qui va vous faire découvrir le cœur du dispositif. Merci à vous. Alors, je vais passer à la slide suivante pour vous dire un peu, après cette début de matinée ensemble, voilà un des outils qu'on peut être amené à amener aux professionnels, aux jeunes, aux parents et adultes ressources que nous accompagnons au quotidien. Voilà, donc prendre un petit temps pour se dire dans quel état on se sent maintenant, à quel visage on peut se rapporter et prendre ce petit temps d'auto-empathie pour se remettre en qualité d'écoute. Vous aurez dans le replay la possibilité de vous y replonger quand vous le souhaiterez. Pour vous parler un peu du cœur du projet Oya, d'abord, il s'agit de construire, comme ce qui a été amené ce matin par Madame Ferron, un environnement favorable. Donc, ces jeunes qui sont hébergés ou accompagnés par des structures ASE, PJJ ou handicap au niveau jeune, l'idée, c'est de pas seulement d'autres dispositifs peuvent venir animer des ateliers jeunes dans ces structures. Nous, on a fait le choix de construire avec les professionnels de ces structures un environnement favorable pour le développement des CPS de ces jeunes, avec des besoins et des difficultés spécifiques. Donc, l'idée, c'est de construire cet environnement-là en partant d'abord des équipes qui peuvent qu'on puisse s'accompagner à développer une culture commune de promotion de la santé. Parce que même sur les représentations de santé, des fois, il y a des représentations très anciennes parce que c'est pas leur centre de cœur de métier. On va dire, il y a des professionnels destinés aux soins dans les structures, mais la plupart accompagnent à l'orientation aux soins, mais n'ont pas une action ou sentent pas avoir une action, en tout cas, consciente au niveau de la santé. Donc, c'est acquérir cette culture-là ensemble. Ensuite, on nous sommes dit, ce qui est validé comme efficace, c'est avoir notamment de l'action dans le quotidien de ces jeunes et de ces professionnels, mais aussi développer des ateliers focalisés avec les jeunes, les parents et les adultes qui les entourent pour développer, muscler avec plus de force leur CPS au quotidien. Donc, l'idée pour nous, ça a été d'accompagner des référents de ces équipes constituées dans les institutions à apprendre à animer eux-mêmes des ateliers focalisés en compétences psychosociales. Donc voilà, c'est 2 niveaux déjà au sein des équipes de professionnels des structures où nous intervenons. Et donc, par effet de bénéfice, auprès des jeunes ensuite, et des familles et de leur entourage, au-delà des familles, puisque des fois, les adultes ressources de ces jeunes-là, ce ne sont pas seulement les familles, ou en tout cas, dans son sens large, des autres adultes qui les entourent. Comment ça se développe un peu dans le temps pour vous donner une chronologie un peu de notre intervention. On parlait tout à l'heure de la question de la co-construction. Et nous, c'est vrai qu'on a un squelette très structuré de notre intervention, mais à chaque étape, nous, notre intérêt, c'est de venir co-construire avec les personnes concernées. Que ça soit dans un premier temps les professionnels, à toute échelle hiérarchique et quelles que soient les fonctions. Ensuite avec les jeunes et ensuite avec les parents et les adultes ressources des structures concernées. Donc, nous, ce qui est très important, c'est qu'on commence, vous voyez, dans la phase 0 par la présentation. Parce que la question de l'adhésion, être en capacité de pouvoir se projeter sur un programme qui est sur du temps long, qui a une forme d'exigence, même s'il est adaptable, c'est aussi être en situation de pouvoir. On parlait d'être volontaire. Il y a aussi volontaire à s'embarquer dans une expérience qui va pouvoir aussi faire bouger nos représentations, changer nos manières de voir et les jeunes et la santé et de parler plus de ces jeunes-là et de leurs entourages par le biais de la compétence que par le biais de la vulnérabilité ou de la difficulté aussi. C'est pouvoir, moi je suis travailleuse sociale initialement, on nous a appris à voir plutôt les problèmes parce que c'est ça qui avait à accompagner. Là, on va demander aux professionnels de changer de vision, de retourner un peu les modèles habituels. Donc voilà, donc avant d'intervenir auprès de 3 modules de 3 heures, ce qui ressemble un peu au modèle que vous avez présenté sur les questions territoriales en PACA, donc, avant de travailler sur des modules, donc un module compétences psychosociales cognitives, un émotionnel et un social, on vient rencontrer les professionnels en amont. Parce que, comme ça a été dit ce matin, on travaille avec les personnes à partir du moment où il y a un climat de confiance qui est installé, où nous, même si on a, ma collègue et moi, parce que nous intervenons en binôme, une connaissance un peu de ces milieux-là, on ne vit pas la structure
ce service particulier où on intervient, comme les professionnels qui y sont. Donc, vous le voyez dans les deux parties jaunes du schéma, nous venons nous immerger un peu dans la structure et recueillir les besoins à la fois des professionnels et des jeunes ensuite. Ce qui nous permet aussi de projeter quel type d'outils nous allons développer pendant les modules, tout en respectant le référentiel de niveau 1 et de niveau 2 qui vient de sortir récemment. Donc voilà, donc c'est une complémentarité entre l'exigence formelle et toute la littération santé sur laquelle on s'appuie, et à la fois de l'adaptation à c'est quoi leurs contraintes et c'est quoi leur potentiel. Voilà. Dans ces 3 modules de 3 heures, nous, ce que nous reprenons, c'est la pédagogie active. Des outils issus de l'éducation populaire, des outils que nous créons aussi pour nous adapter au plus près des besoins des personnes selon la tranche d'âge. Nous sommes sur du 11-21 ans et nous allons vers les plus jeunes actuellement. Donc, c'est aussi à qui on s'adresse, quel outil va être porteur de développer les compétences psychosociales attendues. Les modules, ce qui est le plus important, c'est que, comme vous le disiez pour les directeurs territoriaux, c'est que les professionnels, avant de vouloir s'impliquer auprès des jeunes et des familles et des adultes ressources dans le développement de leurs compétences psychosociales, il faut voir ce que sur nous, ça peut émettre. Donc, dans ces modalités-là aussi, nous, ce qui est important pour nous, les intervenantes dans le dispositif, c'est de se dire, nous aussi, on va faire montre d'une forme de posture inspirante pour ces professionnels. Inspirante, ça ne veut pas dire parfait, ça veut dire parler aussi des moments où on l'est moins et de qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais en tout cas, de parler aux professionnels, de dire il y a quelque chose chez nous à mettre en place, à mettre en œuvre pour pouvoir être porteur auprès des publics bénéficiaires que nous avons. Vous le voyez dans la phase 2, on vient faire la même chose. On parlait tout à l'heure de la participation, du développement du pouvoir d'agir. C'est aussi dire à ces professionnels et ensuite à ces jeunes, en fait, notre programme, il est tel quel, mais ce qu'on va y vivre dedans, ça va être aussi quelque chose où on va créer de l'horizontalité dans des fonctions qui habituellement, voilà, les éducateurs, les maîtresses de maison, les veilleurs de nuit, tout le personnel d'animation, de soins en général, dans ces structures-là, on est là pour l'encadrement, pour l'accompagnement dans une position qui est souvent haute. Dans le cadre de ces modules et puis ensuite de ces ateliers, l'idée, c'est de créer de l'horizontalité dans la relation pour que le partage, à la hauteur de ce qu'on souhaite partager, il soit un peu différent, que ce soit un peu une bulle en dehors de ce quotidien. L'idée est ensuite que pour les ateliers jeunes, donc avec ces 3 temps de co-construction, les petits triangles qui sont dessous, avec les professionnels volontaires, on les accompagne à construire un déroulé pédagogique d'ateliers, donc voilà, donc de 8 fois 1 heure, pour que eux ensuite soient en mesure, après notre départ, de continuer à animer ces ateliers. Donc ce travail-là, il est sur l'aspect à la fois méthodologique de comment se construit une séance, un brise-glace, une activité, une clôture, mais aussi sur tout un tas d'éléments de posture qui le permettent. Parce que souvent, on voit que la première appétence des professionnels, elle va vers les outils, ce qui est super, et nous, on est fans des outils qu'on amène, mais qui ça se fait pas n'importe comment. Et souvent, c'est des choses qu'ils savent déjà faire dans leur quotidien, mais qui est peu valorisé. Donc, l'idée, c'est d'aller vers la valorisation de l'existant et vers accompagner ces professionnels à avoir des outils d'auto-évaluation de là où ils en sont, de poser des silences, de savoir reformuler, de l'écoute active, de voilà, tout un tas d'éléments. Et tous ces éléments-là, une fois qu'on s'en va, il y a une mallette pédagogique qui leur est destinée, qu'ils gardent, et pour mettre en place de l'action en autonomie. La 3e partie et dernière, avant qu'on en vienne au bilan, c'est celle des parents adultes ressources. On a vu, nous, on essaye d'avoir une intervention systémique. C'est pas peu de choses d'essayer d'investir les parents et les adultes ressources dans les structures, de les faire rentrer. On parlait d'aller vers tout à l'heure. C'est aussi de laisser venir, de mettre en appétit de découverte, mais pour que ces jeunes puissent être aussi soutenus dans les autres espaces de vie qu'ils connaissent. Vous avez vu, cette intervention, elle se fait quand même sur du temps long. Là, on était sur 18 mois, on est plutôt sur 20 aujourd'hui. Donc, on ne vient pas tous les jours, c'est séquencé aussi pour que dans le temps, ça fasse son chemin. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'une fois que notre programme se clôture, on reste disponible et on peut mettre en place des moments de co-construction avec eux pour être soutien auprès d'eux.
Pour ce qui est la question des inégalités sociales de santé, on a voulu vous faire une focale sur le travail qu'on a pu faire l'année dernière auprès des jeunes migrants. Donc, on intervient dans des structures où tout ou partie des jeunes bénéficiaires sont des mineurs non accompagnés, donc qui ont connu la migration. On s'est dit, on intervient déjà auprès de pas mal de jeunes vulnérables. Quelles sont les spécificités de ce public-là, de ces personnes-là, de ces bénéficiaires-là? Donc, notamment en allant faire des recherches sur les traumas, la précarité, l'isolement, ce qui est de leur ressort, mais aussi les potentiels. La capacité d'accueil, de curiosité, de résilience que ces jeunes font preuve, et d'à quel niveau on va le partager avec les professionnels avec qui on intervient. Les jeunes eux-mêmes aussi leur dire que cette mutualisation-là, elle est nécessaire à tous les niveaux, ce qui nous a mis en situation de changer un peu nos modalités de communication pendant les ateliers, de faire attention à notre posture aussi pour être soutenante de l'interculturalité, et de se dire qu'à la fin, tous les outils et tout ce qu'on avait réfléchi dans la manière d'intervenir, elles pouvaient être bénéfiques à tous les autres jeunes non concernés par cette question de la migration. Peut-être je vous passe la question. Voilà, c'est un peu comment on intervient en maison d'enfants à caractère social, donc en foyer, de l'aide sociale à l'enfance, où voilà, 14, c'est un exemple de 14 professionnels formés, de 28 jeunes, de 4 référentes qui ont été formées à la co-animation, qui ont un total de 20 mois, de 272 heures pour nous d'intervention et de construction avec eux. Et là, c'était le focus du mois de janvier, donc où elles avaient déjà mis en autonomie de septembre à janvier 30 ateliers. Et quelques images pour vous montrer à quoi ça ressemble dans le concret, nos ateliers, mélangés modules avec les pros et jeunes. Et je laisse la parole à Evelyne. Donc, je vais revenir sur les données probantes. Donc, vous avez les différents critères qui apparaissent à l'écran. Je ne vais pas les lire, hein, de critères de Santé publique France autour des CPS. Et donc, c'est vrai que ça nous tient à cœur d'essayer de respecter au maximum ces critères. Donc, d'universalisme proportionné, on en a parlé lors de la première présentation, la pédagogie active, expérientielle, la ludopédagogie. Lou en a parlé. On a également des supports d'animation qui sont transmis aux professionnels et aux référents, des guides d'animation pour favoriser l'autonomie ensuite des CPS dans les services, puisque vous l'avez compris, les binômes OIA, donc il y a 2 binômes d'intervenants, un sur les roues et un sur l'OD, ne restent pas après dans les services au-delà, ils doivent partir à un moment, même si les professionnels parfois aimeraient qu'ils restent, mais ils doivent à un moment partir. Et donc l'idée, c'est de pouvoir les outiller pour qu'ils puissent faire perdurer ces ateliers en autonomie. Il y a aussi une notion qui nous est très importante, c'est d'essayer de former au maximum la totalité de l'équipe pour que les CPS puissent rentrer aussi dans l'institution, puissent être inclus dans le projet de service quand c'est possible. Et que tous les professionnels de la structure puissent bénéficier de cette culture des CPS. On sensibilise même, comme le disait Lou tout à l'heure, des veilleurs de nuit, des maîtresses de maison. On a des maîtresses de maison qui sont aussi référentes en co-animation sur OIA. Donc, c'est pas que les professionnels éducatifs ou santé des structures qui sont concernés. Voilà, on va aussi de plus en plus vers les plus jeunes, puisqu'on commence à sensibiliser les 6-11 ans. Je pense que j'ai à peu près tout dit. On a également, donc, comme je le disais au tout départ, mis en place une évaluation quantitative et qualitative, puisqu'on a des questionnaires avant-après qui sont faits passer aux professionnels et aux jeunes. Et on a des entretiens aussi semi-directifs passés auprès des référents OIA. Et donc là, vous pouvez voir sur cette diapo les retours de l'évaluation quantitative dans des questionnaires. À droite, les référents et à gauche, les professionnels qui ont été sensibilisés, qui ont suivi les 3 modules de sensibilisation. Et puis, on a l'évaluation qui est menée auprès des jeunes. Donc, on a évalué les compétences psychosociales des jeunes avant les ateliers et après les ateliers. Donc, vous voyez qu'on a une évolution de certaines compétences psychosociales qui apparaissent donc en vert foncé après les ateliers et en vert clair avant les ateliers. Et on s'est basé sur une échelle d'évaluation des CPS.
En quelques mots, vous parlez des effets, à la fois quantitatifs, comme vient de le faire Apolline, mais aussi qualitatifs, de tout ce qui se dit dans les interstices, dans les moments partagés, dans le bénéfice et des impacts que les jeunes et les pros y voient. Donc, vous avez en vert bleu les professionnels et en rouge-rose les jeunes. Voilà, ce qui ressort, c'est un impact à la fois sur le bien-être des professionnels et des jeunes en institution, ce qu'ils apprennent d'eux, mais aussi en quoi ça contribue au projet à la fois institutionnel, d'équipe et des jeunes. Voilà, où on vient faire une bulle, une parenthèse poreuse avec le reste du temps et le reste de la vie institutionnelle, et avec cette volonté que ça perdure par la suite. Voilà, pour alimenter la discussion, si vous avez envie par la suite. Et merci pour votre invitation. Merci beaucoup pour cette intervention. Bravo à toutes les intervenantes et intervenants pour le respect du timing, c'est parfait. Nous avons un certain nombre de questions donc, qu'on a relevées tout au long des échanges, des interventions pour pouvoir vous les poser ensuite. Je ne sais pas, Christine, Roland, si tu souhaites poser ces questions, voilà, puisque c'est toi qui les as Oui, récupérées. je vais vous les transmettre. Alors, il y a des questions on peut peut-être rester sur Oya si ça vous va, comme ça on va revenir après sur la présentation du Coda 04. La dernière question, c'était pouvez-vous préciser l'offre booster? Oui, alors sur l'offre booster, depuis le nouveau CEPOM donc de 2025, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, on a 3 types de boosters. On a un booster où on revient pour les référents co-animateurs, donc on a formé à l'animation en compétences psychosociales, pour tout ce qui est de l'ordre à la fois d'un retour pratique, on va dire vulgairement d'analyse de la pratique. Voilà, on est face à ces difficultés-là dans l'animation, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, qu'est-ce qu'on peut faire, que ce soit sur la gestion du groupe, sur la question de la posture, sur plein de choses. Il y a un autre booster qui est celui de l'équipe. Comment on peut refaire culture commune quand l'équipe bouge? On sait qu'il y a beaucoup de turnover dans le travail social. Et du coup, ou que il s'est passé beaucoup de temps et qu'on sent que les collègues, ils ont du mal à comprendre ce que certains font dans des ateliers focalisés, ou on a envie de redémarrer une dynamique, on peut revenir une fois par an, voilà, faire une séance, un module supplémentaire, on va dire, avec les demandes spécifiques que vont proposer les professionnels. Et troisièmement, un booster interinstitutionnel qui a lieu chaque année, où on convie tous les référents co-animateurs, animateurs CPS de toutes les structures pour pour aller vers la création d'un réseau d'animateurs CPS au niveau de l'enfance vulnérable sur le territoire. Donc, avec une volonté que ça soit le moins descendant possible et que, par exemple, cette année, il y a eu la participation pour part d'une équipe qui est en animation CPS d'un DITEP depuis près d'1 an et demi. Et donc, elles ont pu participer à ça. La question, par exemple, des familles. Comment on intervient auprès des familles, comment on change de regard sur voir les familles comme compétentes et pas comme seulement manquantes, par exemple. On a mis au travail des choses comme ça dans ces espaces. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Et une autre question qui vous a été posée, c'est s'il existe des programmes de formation des personnels pour mettre en place des ateliers en collège, par exemple, ou des intervenants extérieurs sur ces CPS. Alors, on vous a répondu dans le chat de manière générale que déjà, Promotion Santé Occitanie, nous proposons un certain nombre de formations. Vous pouvez consulter notre page dédiée à ce sujet. Mais vous avez peut-être, Lou et Apolline, quelques précisions à donner aussi. Nous, c'est vrai que sur le programme OIA, on est vraiment sur les publics, donc ASE, PJJ, DITEP. Ensuite, on mène des programmes, le PEPA, nous, des programmes, on a des intervenants en prévention qui mènent des programmes probants, notamment Unplugged, dans les collèges et les lycées. Mais on n'a pas le programme OIA équivalent en milieu scolaire, si c'est la question posée. Pour l'instant, ça n'existe pas, mais ça pourrait peut-être exister à terme.
Si je peux me permettre, il semble que la personne qui a déposé ce message dans le chat, effectivement, travaille à l'éducation nationale. Oui. Et l'éducation nationale elle-même, en tout cas, c'est ce qui nous est dit dans les rencontres institutionnelles, propose une offre de formation à ses personnels. Donc, j'ai envie de dire aussi Oui. à cette personne, effectivement, il y a les offres de formation externes qui peuvent exister, notamment des associations comme Promotion Santé Occitanie. Mais il semblerait qu'il existe de plus en plus de formations internes à l'éducation nationale. Peut-être qu'il y a des renseignements à aller chercher de ce côté-là aussi, en tout cas pour ces personnels. Oui, notamment auprès du réseau Canopé. Tout à fait. Alors, il y a une autre question qui est arrivée. Non, c'est pas une autre question. Une précision. Merci, c'était tout comme question pour Oya. Merci beaucoup, Lou et Apolline. Alors, si on revient à Gaël et Bertrand, je me trompe pas de prénom, excusez-moi, j'ai un petit C'est doute. ça. C'est bon. Alors, la question qui vous sont posées, c'est justement, est-ce qu'il est possible de bénéficier de cette formation CPS et sous quelles conditions? Donc, en effet, bah, au-delà de votre territoire, enfin, au sein de votre territoire, parce qu'au-delà, voilà, c'est d'autres structures. Alors, pour le moment, en fait, c'est sur demande. Et pour le moment, comme c'est tout nouveau, en fait, comme ça vient de finir cette expérimentation et qu'on attendait de voir si ça fonctionnait ou pas, et que en même temps, Santé publique France est très intéressée par cette expérimentation et de voir comment, en fait, on peut la développer, la déployer plus largement. C'est encore en discussion, en fait, avec Béatrice Lambois. Donc, D'accord. on espère que d'ici quelques semaines, on pourra donner des informations un petit peu plus concrètes et précises aux personnes qui souhaiteraient en fait se former. Voilà. Du coup, qu'elle n'hésite pas à prendre contact avec vous directement. Votre Tout à mail est fait, disponible dans l'invitation de la tout à matinale. fait. Et donc, qui dispense ces séances, en fait, qui anime, je suppose, la question, c'était, est-ce que c'est vous, membre du CODES 04? Est-ce que... Alors, nous sommes deux à animer en fait ces séances. Donc, je suis avec une de mes collègues, Moana Boulanger, et donc moi-même, qui animons à Oui. la fois le module d'initiation et le cycle d'approfondissement, et qui avons en fait proposé le contenu des séances. Mhm. Alors, Merci. pardon, Oui. si je peux me permettre là aussi, par rapport à cette question-là, clairement, si il existe un intérêt pour le type de démarche proposée par à la fois l'ARS 04 et le CODES 04, s'il existe un intérêt dans d'autres territoires, moi c'est un peu comme ça que je l'entends aussi, hein, c'est en dehors de ce département, en dehors de la région, eh bien très clairement, il faudra des moyens. Donc, enfin, je voudrais quand même poser un petit peu ça sur la table parce que c'était un des mots d'introduction de Monsieur Bijou Duval d'ailleurs, hein, de dire, ben oui, il y a une forte volonté politique, le déploiement est fortement évoqué, porté, etc. Et on se demande un petit peu pourquoi ça marque un peu le pas, pourquoi ça ralentit. Ben, on sait très bien, et ça transparaît tout à fait dans les commentaires dans le chat, qu'il y a un énorme besoin de sensibilisation, Mm. d'initiation et aussi de formation. Et ça me semble très important de le dire aussi, avec une initiation de 2 heures, on ne devient pas un acteur, un intervenant CPS. Très clairement, c'est pas le cas. C'était pas l'objectif, hein, donc Non. ça a été très clair là-dessus. Une formation CPS, ça demande beaucoup plus de temps, ça demande de l'intervention de formateurs, formatrices spécialisés, et donc ça demande des moyens. Et à ce niveau-là, ça repose encore beaucoup aujourd'hui sur les agences régionales de santé, avec des différences importantes entre régions, voire entre départements au sein d'une même région. Donc, on est face à ces difficultés-là. Il y a des formations institutionnelles de plus en plus déployées par l'éducation nationale, par exemple, mais aussi par la JEBVA et les DRAGES dans les régions qui se sont vraiment emparés également du sujet. Nous qui travaillons avec la protection judiciaire de la jeunesse, nous savons aussi que c'est une direction qui a beaucoup investi ce champ-là.
Mais par ailleurs, les besoins restent considérables et on ne pourra pas, comme le disait Monsieur Bijoux-Duval, arriver à l'objectif d'une génération en 2037 si les moyens restent ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc vraiment, il faut, au-delà d'une volonté, il faut un soutien en termes de temps de travail et de possibilités d'intervention et de formation. Ça me paraît important de le dire aussi. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, Très merci juste. Christine de le relever, parce qu'effectivement, on ne peut pas être deux sur un territoire à développer ça. Donc, il y a l'idée aussi du cotère, peut-être, de voir comment on peut développer un petit peu plus et coordonner, structurer, en fait, dans notre département. Mais si ce programme-là, en fait, peut répondre aussi peut être un levier pour la stratégie de développement des CPS dans chaque territoire, voilà, nous, on sera forcément plus que ravis d'y contribuer. Et maintenant, voilà, aujourd'hui, c'est savoir comment on fait Mm. pour développer au-delà de notre département. Ouais, ouais, c'est une grande question en effet. Et, euh, et pour revenir sur votre présentation, il y a une question qui est est-ce que toutes les personnes qui ont fait la séance d'initiation ont suivi le cycle d'approfondissement? Et sinon, pourquoi? Parce qu'effectivement, voilà, en plusieurs séances, et ça va avec cette question de la formation, des moyens, mais du coup aussi, euh, puisque ça rejoint une autre question, bah, comment on fait pour mobiliser les publics? Comment on fait pour les avoir sur les différentes séances? Est-ce qu'il y a des leviers à activer? Est-ce que vous avez aussi des enseignements à transmettre à ce sujet? Mm. Mm. Donc, comme je vous le montrais dans la diapo tout à l'heure, il y a 36 directions en fait enfin, directions et sous-directions qui ont participé à ces deux modules d'initiation. Et tous n'ont pas suivi en fait le module approfondissement. C'est évidemment sur volontariat, il n'y avait pas de volonté. L'idée quand même de ce module d'initiation, c'est vraiment de transmettre un maximum d'informations théoriques sur ce que sont que les CPS en faisant goûter un petit peu. Et la grande majorité, en fait, n'ont pas donné suite. Enfin, la grande majorité qui n'ont pas donné suite, en fait, c'était aussi pour des contraintes de temps. Parce que 3 séances de 2 heures, c'est déjà pas mal. Donc, il y a eu beaucoup pour ceux qui n'ont pas participé, beaucoup cette raison, en fait, qui est revenue. Avec potentiellement l'idée, en fait, de participer à un autre cycle d'approfondissement sur un autre temps, sur un autre calendrier. Oui, donc en fait, la difficulté de faire rentrer dans des agendas une formation qui par Oui, ailleurs est signalée comme est déjà importante et contrainte. très Oui. demandée. Et Euh, puis, je- vous parliez aussi de la communication. Oui. Alors, la communication, c'est beaucoup faite par Bertrand, déjà, qui est, vous l'avez vu, convaincu du développement des CPS. Il a lui-même fait le DU CPS avec moi à Grenoble, comme il a dit tout à l'heure. Donc, il a beaucoup mobilisé, en fait, des personnes du CODIR préfecture. Et puis, il y a eu en parallèle une présentation de cette expérimentation dans des cadres comme des colloques. Un colloque qu'on avait mis en place sur le psychotrauma ou alors dans le cadre des assises de la santé mentale, on a pu en fait communiquer sur cette expérimentation à venir. Mhm. Voilà. Beaucoup de travail de communication donc entre les séances. Mm. Voilà, ça répond à la question. Pourriez-vous donner quelques exemples d'activités entre les séances? Alors, activité entre les séances, sachant que le premier module d'initiation, la première séance du cycle d'approfondissement sur les compétences cognitives, on a travaillé sur la pleine attention et une des activités qu'on a proposées entre la séance 1 et la séance 2, c'est de pouvoir mettre, s'il le souhaitait, des alarmes tout au long de la journée et pour chaque alarme, en fait, d'être plus attentive en fait à sa respiration. Faire des temps de pause avec un focus sur notre respiration et ce qui nous permettait en fait à la séance d'après de voir s'ils avaient pu le faire, si ça avait eu une plus-value sur eux
de faire ce type d'activité? Et s'il n'avait pas pu le faire, pourquoi? Est-ce que c'était un manque de temps? Est-ce que c'était parce qu'il n'y avait pas pensé? Et c'était intéressant justement pour eux de voir que eh bien, souvent, on ne se laisse pas forcément le temps de prendre soin de soi. Voilà, donc un exemple en fait d'activité qu'on leur a proposé. Mhm. Merci beaucoup. Alors, dans d'autres questions qui sont arrivées pour Oya, alors je vais vous les dire les deux à la fois là. Est-ce que le programme Oya a validé les critères pour être inscrit sur Sirena? Une autre question, qui finance l'intervention du programme Oya? Oui, alors on est en cours là de contact avec le site Sirena. On y était inscrit, puis comme là on a eu un changement de nom, en fait, le programme s'appelait avant Arpège Occitanie et maintenant il s'appelle Oya. On est en lien pour être réinscrit sur le site Sirena et oui, les critères avaient été validés. Et la deuxième question, j'ai pas entendu, excusez-moi. Le financement. Qui Ah, finance? Qui J'ai- finance? Alors, le financement, c'est l'ARS Occitanie qui finance à 100% Oya. Et on cherche, donc on a un petit financement, on a des petits financements MILDECA aussi, des cofinancements. Et on cherche également, on a cherché des cofinancements auprès de la PJJ, du conseil départemental. Pour le moment, on n'a pas obtenu ces cofinancements. Donc, c'est financé essentiellement par l'ARS Occitanie. D'accord. Merci beaucoup. Mais écoutez, là, on a fait le tour des questions. Est-ce que parmi les intervenantes, vous souhaitez rajouter certaines choses? Euh, alors, une autre question Les arrive. questions qui arrivent. Yael, est-ce que vous savez si cette formation à destination des décideurs a permis de convaincre les collectivités de former leur personnel qui interviennent sur leur temps péri et extrascolaire? La formation des personnels territoriaux est importante. Alors, vous parlez de personnel périscolaire, c'est ça? Oui, péri sur les collectivités. Alors, au niveau municipalité, là, je suppose, ou Oui, c'est les temps collectivités péri. territoriales et le temps périscolaire Ouais, Alors, également. j'ai pas eu de retour spécifique en fait sur ces temps péri et extrascolaires. Par contre, plutôt sur l'hôpital qui souhaite former tous les agents en fait de cette structure-là. Et puis l'éducation nationale qui souhaite aussi former tous les proviseurs, directeurs en fait de collèges dans le département. D'accord. C'est plutôt dans ce sens-là en fait qu'il y a des volontés de former les personnels, mais pas sur ces temps périscolaires. Moi, j'avais peut-être Hmm. une question en complément, pardon, Christine. Euh, Est-ce que justement cette démarche voilà, expérimentale hein, permet de sentir que les membres du COTER, qui est constitué ensuite, sont plus impliqués justement dans la démarche départementale, voire régionale. Est-ce qu'on sent qu'il y a une meilleure compréhension du rôle et de la place de chacun et du coup une énergie peut-être pour pousser un petit peu plus les projets CPS? Alors ça, c'est sans conteste. D'accord. Et, pour avoir vécu justement les différents modules, pour les avoir aussi animés, le groupe en fait s'est constitué et il y a un groupe en fait noyau qui est resté ensemble du début à la fin. Donc on voit qu'il y a, en tout cas pour certains d'entre eux qui ont vécu tout ce processus-là, il y a un groupe qui s'est constitué, une dynamique qui s'est constituée, un collectif qui comprend aujourd'hui davantage en fait ce qu'on entend derrière compétences psychosociales, parce qu'aussi ils l'ont vécu personnellement. C'est-à-dire que dans les retours et les résultats en fait qu'on a des questionnaires, il y a vraiment cette idée ça vient aussi chahuter un peu sa façon de voir les choses, de comprendre les choses, de vivre les choses. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ça peut bousculer un petit peu, même en peu de temps. Avec 4 séances de 3 heures en réalité, on arrive déjà en fait à avoir des prises de conscience personnelles. Et forcément, si c'est personnel, ben, on a envie de le réutiliser dans son domaine dans son domaine d'activité.
Donc, sans conteste, en fait, on a aujourd'hui un groupe qui est, j'ai parlé de bienveillance tout à l'heure, qui a envie de continuer ensemble. D'accord, merci. On a Je des veux bien questions? rajouter une petite chose Oui. Oui, bien qui va sûr. renforcer ce qui vient d'être dit. C'est la question de s'octroyer ou qu'il soit octroyé du temps, parce que ça demande du temps de travailler sur ses propres compétences psychosociales. Alors nous, on a le temps de préparer des choses pour les professionnels, d'engager de l'argumentaire en disant qu'il y a besoin de temps. Mais ça rejoint aussi ce que disait Christine Ferron tout à l'heure sur la question des moyens d'avoir du temps pour le faire, pour se poser. Et pour pouvoir en faire quelque chose dans le quotidien, il faut du temps de vécu avant. Et c'est souvent nous, c'est à ça qu'on est confronté dans la question. Je vois une question sur les réticences Oui. dans les actions CPS. La réticence, c'est pas les professionnels, c'est pas les jeunes, c'est que les institutions soient convaincues, mais aient le temps à donner à ça et de pas plus être seulement et vraiment en dehors de leur volonté dans des choses de gestion d'urgence. Il y a des consommations, il faut qu'on sache ce qu'ils consomment et qu'ils arrêtent les produits. La question de la démarche CPS qui met du temps, qui demande de travailler sur soi, un pro accompagnant, qui ensuite demande à mettre en place des ateliers, qui demande, voilà, ça prend du temps et l'efficacité, elle est reconnue, mais elle ne va pas être à l'impact immédiat, visible sur les comportements immédiatement. Et pour favoriser la participation des plus réticents, ce qu'on fait aussi, c'est on les met en situation, dès les réunions de présentation aux équipes, on les met en situation des CPS, c'est-à-dire on leur montre à quoi ça ressemble, à quoi ça va ressembler les ateliers ou les modules, en leur faisant tester un outil pour qu'ils puissent se rendre compte en fait de ce que c'est, parce que certains sont réticents parce qu'ils connaissent pas aussi. Et ça amène vers une forme de démocratisation, c'est-à-dire que c'est plus le fait de santé, d'accompagner au bien-être, n'est plus le fait de gens qui seraient des professionnels de la santé. D'ailleurs, ma collègue et moi, on est éducatrices spécialisées, on n'est pas des professionnels de la santé. On est devenus par le biais de la définition, mais pour les gens, quand on arrive, on n'est pas des acteurs de santé. Parce que le social, c'est pas la santé pour la plupart des travailleurs sociaux, mais c'est pas parce qu'on n'a pas eu ce contenu-là dans le cadre de la formation, en tout cas, moi, à mon époque, c'était pas mis en valeur comme ça, c'est de leur dire, vous êtes déjà des acteurs de santé. Nous, on va vous aider à le promouvoir, ce que vous faites déjà, et vous apporter d'autres outils et un autre cadre. Merci beaucoup. Ouais, merci. Et pour poursuivre la réflexion, je pense que ça peut être une question pour toutes les intervenantes parce que c'est les ISS, donc comme l'a dit Christine Ferron, hein, n'étant pas réduites, euh, pas forcément réduites par les actions CPS, enfin, ou du moins comment on peut évaluer l'impact de ces actions sous l'angle des inégalités sociales. Alors moi, je comprends la question, enfin, sous l'angle des inégalités sociales ou plus généralement peut-être, hein. Ouais, bah, Généralement peut-être. Donc moi, je vais pas aller sur le terrain de où il y a Pauline ou Gaëlle, hein, qui elles véritablement mettent en œuvre des programmes et on l'a vu dans leur présentation, prévoit toujours une évaluation, hein, à la fois du processus de mise en œuvre et de ce qu'a produit leur intervention. Bon, sous l'angle des inégalités sociales de santé, ben moi, je me suis appuyée sur la grille de promotion santé Auvergne-Rhône-Alpes qui met en avant quelque part 7 indicateurs. Donc, on voit bien qu'il y a des dimensions qui vont relever effectivement d'approches très terrain, hein, d'évaluation de terrain, en fait, comment le déploiement d'un programme se met en œuvre et quels résultats il produit sur le terrain. Mais il y a aussi des dimensions, et notamment autour des inégalités sociales de santé, qui relèvent de l'évaluation de politiques publiques, en fait. Comment est-ce que des politiques publiques qui sont menées à des niveaux larges, des niveaux macro, finalement favorisent ou pas comment dire, la mobilisation des CPS dans une perspective de réduction des inégalités sociales de santé. Et là, en fait, en parlant d'évaluation, on voit bien qu'en fait, on touche à toutes sortes de niveaux en fait d'évaluation et que c'est un petit peu, c'est en fonction aussi des indicateurs qu'on regarde, de l'intérêt particulier qu'on apporte à telle ou telle dimension. C'est ça qu'on va regarder en fait dans l'évaluation.
Et puis j'ai envie de dire, peut-être même avant même de parler d'évaluation, même si c'est très important évidemment, déjà porter attention au fait de mobiliser les bonnes stratégies, enfin les bonnes, entre guillemets, les bonnes stratégies, les bonnes pratiques en matière en matière de développement des CPS. On sait dans les référentiels de Santé publique France, les critères de qualité des interventions CPS sont clairement présentés. Je pense que déjà porter attention à l'application, à la mobilisation de ces critères de qualité des interventions, c'est déjà une garantie de qualité, une garantie d'arriver à des résultats positifs, intéressants, etc. Parce que là encore, on n'a pas toujours, même si on le voudrait, on n'a pas toujours le temps, les moyens, voire les compétences de mettre en place une évaluation avec des ambitions fortes. Hein. Quelquefois, voilà, bon, on fait un bilan, on regarde comment les choses sont passées, ce qu'elles ont produit. Mais en amont de tout ça, même le fait de pouvoir comment dire, s'assurer qu'on mobilise bien les bons leviers, c'est déjà une façon de se donner des garanties en fait de réussite entre guillemets de son action. Donc il y a plein d'angles sous lesquels on peut regarder cette question-là, à mon avis. Pour faire une focale macro et quelque chose un peu plus... nous, on voit par exemple de ce que tu as dit, Christine, au début sur la question de l'estime de soi, pour déstigmatiser, parler de compétences. C'est ce que nous font comme retour, par exemple, je pense en DITEP, les équipes de soins qui sont pas forcément présentes dans les modules et qui sont pas forcément sensibilisées à l'approche CPS, disent au niveau du soin et de l'entretien individuel, les jeunes passés par OYA, il y a une manière de parler de soi qui change. C'est pas, on va pas faire des quantités de ça, mais par contre, c'est quand un psychiatre en réunion bilan, deux psychiatres en réunion bilan dit voilà l'impact que ça a eu pour un tel et pour un tel, il y a un avant, un après. Ça encourage les professionnels à continuer aussi parce qu'en fait, c'est pas définitif. Il faut que ça soit du soutien au quotidien. Il y a ça, et puis pour réduire les inégalités sociales de santé dans l'évaluation, nous on s'est posé la question de comment on allait vulgariser les questionnaires avant-après pour les jeunes notamment. Parce que dans le cas des jeunes migrants, un mot, il a quelle connotation selon le niveau de français. Le temps qu'on passe aussi avec eux et les professionnels qui les accompagnent à trouver des définitions compréhensibles par tout le monde, parce qu'il est entendu par les mots exprimés. Enfin, il n'y a pas besoin d'être migrant pour avoir besoin de ça, hein. Mais pour démocratiser aussi le sens de ce qu'on fait. Comment on va nommer les objectifs, et c'est là où ça coche un peu ce que tu disais, Christine, sur les critères d'efficacité. Sur se dire, OK, il y a Shankland, ce questionnaire-là qui est écrit comme ça, on va le reprendre, mais comment on va nommer, comment on va changer les mots et pour que c'est du sens, en fait. Parce qu'en fait, si c'est coller nos mots à nous, la grille, c'est de l'auto-évaluation. Quelle compréhension, quoi. Il y a un accompagnement des jeunes au passage du questionnaire, ouais, effectivement, et pour qu'ils soient... ça demande du temps aussi, c'est-à-dire que l'évaluation demande du temps sur le temps d'intervention. Ça, c'est sûr que c'est à prendre en compte. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis en train de chercher dans le chat, il est demandé aussi la référence pour ces indicateurs d'inégalité sociale de santé. Je crois bien que c'est la voir, c'est dans un numéro, je le mets. Oui, il y a beaucoup de questions qui concernent justement le cadre de déploiement des projets CPS, les programmes probants, les références, ce dont nous parlons, c'est-à-dire les critères d'efficacité ou en tout cas de qualité des projets CPS. Donc tout ça, c'est bien recensé sur l'ensemble des documents qui sont déployés à l'heure actuelle. Hein. Donc les documents de Santé publique France notamment. Et puis, dans tous les cas, sur les régions, il y a les référents qui déploient les dynamiques CPS et qui peuvent être soutien pour la mise en place ou pour l'élaboration de projets, de programmes CPS selon les publics et qui peuvent vous aider à bien comprendre de quoi on parle et quelles sont les choses incontournables pour la mise en place d'un programme qualitatif. Voilà, donc
C'est vrai que c'est au départ un petit peu inquiétant, mais parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais du coup, il y a des référents et il y a des personnes ressources sur les régions. Donc là, au niveau de PACA, notamment les CODES, et puis au niveau de l'Occitanie, Promotion Santé Occitanie, et les CODES 30 et 34 qui sont là pour vous soutenir. Voilà, nous vous invitons déjà avant de vous connecter, déconnecter, de remplir un très court questionnaire d'évaluation, on va dire, de cette matinale. Est-ce que il a correspondu à vos attentes ou pas pour essayer d'améliorer nos pratiques d'un webinaire à l'autre. Par la suite, comme vous a été dit, vous aurez les supports PowerPoint disponibles sur notre site ainsi que le replay. Et nous ajouterons aussi quelques ressources que vous pouvez consulter, vous pourrez consulter sur les sujets qui ont été abordés. Merci en tout cas pour votre participation, pour vos interventions très intéressantes et pertinentes. Et n'hésitez pas, voilà, vous aurez en accompagnement du replay les supports qui ont été présentés et des éléments supplémentaires pour vous guider sur ces questions des CPS et des liens avec la réduction des inégalités sociales de santé. Merci à tout le monde pour votre écoute et votre participation. Et merci aux intervenantes et à l'intervenant. À très bientôt. Merci. Merci. À vous. À Au revoir. bientôt. Merci à Au revoir. tous Au revoir. et toutes.